Merci d'abord à Jean-Claude Carrière d'avoir accepté notre invitation. Nous le remercions vraiment chaleureusement. Et nous en profitons pour remercier Monsieur le directeur, Romaric Dorier, qui dirige ce lieu. Et nous en profitons aussi également pour remercier toute l'équipe du Phénix. Et nous avons une pensée pour Hervé Drault, qui fut si présent lors des rencontres précédentes qui virent la coopération entre Cité Philo et le Phénix se développer. Comme vous le savez peut-être, pour sa 15e édition, Cité Philo déploie son programme sous l'intitulé « L'art de faire ». Une certaine tradition qu'on peut qualifier de tenace, parfois entretenue par la philosophie elle-même, stimulée par des conceptions du monde qui divisent les activités humaines selon des oppositions et des séparations qui ne sont rien d'autre que des constructions sociales, politiques. Une certaine tradition, donc, tient que le faire, que l'art de faire, serait toujours placé sous la dépendance d'une pensée en surplomb qui lui refuserait toute inventivité et toute fécondité propre. Cette édition de Cité Philo nous invite à nous intéresser aux façons multiples dont la pensée, toujours simultanément pratique, et le faire, toujours simultanément porteur d'une pensée, imagine et invente. Nous avons la chance ce soir d'accueillir un maître en imagination et en invention. Ça n'existe pas, un maître en imagination, ça n'existe pas. Moi, à vous entendre parler, j'étais en train de me dire qu'il y a quand même un art de ne rien faire qui est tout aussi admirable que l'autre, et je me demande si l'art de ne rien faire relève aussi d'une pensée. Ça, je ne saurais vous dire parce que je n'y ai pas réfléchi. Plus tard. Je vous ai un peu dérangé, non? Non, mais c'est très bien, parce que c'est le côté théâtral qui... Méfiez-vous de moi. Oui, je sais, je me méfie terriblement. Donc on peut dire quand même, pour dire quelques mots de votre trajectoire qui vous a conduit de ce village de l'Hérault où vous êtes né dans une famille de viticulteurs, et je pense que ça a compté dans votre formation. Le paradoxe, c'est que je suis né dans une maison de paysanne modeste où il n'y avait pas un livre et pas une image, et que j'ai passé ma vie dans les livres et les images. Oui. Mais quand même qu'à l'issue de votre scolarité en primaire, vous aviez 80 livres, je crois, dans votre... Déjà, oui, j'ai gardé mon premier catalogue. Oui, premier catalogue je l'ai de montré 80 livres, dont des Jules Verne. Oui, de la bibliothèque verte, vous savez, des livres d'enfants. Oui. Je l'ai montré à Umberto Eco, il était très touché. Donc, après ce village de l'Hérault, vous êtes venu à Montreuil, je crois. Mm-hmm. Je suis passé directement d'un petit village du Midi de 500 habitants à une banlieue ouvrière communiste et tumultueuse qui était Montreuil-sous-Bois. Où mes parents, mon père était fatigué, ne pouvait plus travailler la terre, est venu tenir en semi-gérance un café. C'était place de la mairie. Place de la mairie. Place de la mairie. Il n'existe plus, il est devenu, comme beaucoup de choses, une banque. Une banque. Mais bientôt, les banques vont redevenir des bistrots, vous verrez. Si ça continue, oui. Si ça continue. Attendons un petit peu. Oui. Donc, après, vous avez... Non, mais je suis un pur produit, pour le dire brièvement, du système éducatif de la Troisième République. J'ai passé une bourse à 9 ans et demi, poussée par mes deux institutrices, qui ont convaincu mes parents de me faire faire ce qu'on appelait des études. Et bon, ça s'est terminé à Normal Sup. Bon, c'est le chemin Normal Sup, des classique, études d'histoire et de lettres. D'histoire et de lettres, et histoire et géographie à l'époque, oui, et démographie. Oui, j'avais une option démographie. D'accord. Et puis vous bifurquez à un moment donné, vous choisissez... à l'école même, oui. À l'école même, l'écriture. L'écriture, le roman, puisque vous publiez un premier roman, Le Lézard qui se situe à Montreuil, il y a dans une vie, quelle qu'elle soit,
trois choses qui sont nécessaires. Une disposition au départ, un goût, une attirance, que quelquefois on appelle un talent. J'aime pas beaucoup ce mot, mais une attirance. Ensuite, il y a, pour justifier ce goût, un travail énorme et nécessaire. Et le travail de Cagne et de Normal Sup, c'est incomparable. Et enfin, il y a une chance. Il faut qu'à un moment donné, vous rencontriez quelqu'un ou quelque chose ou un événement qui vous permette d'exprimer ce que vous avez accumulé jusque-là. Et j'ai eu cette chance, c'est-à-dire que, si je peux dire, ma chance a été d'avoir une néphrite aiguë l'année de la régression, qui m'a maintenu 8 mois au lit, mais vraiment très douloureuse. Et pendant ces 8 mois, j'ai écrit un roman qui a été publié. J'étais étudiant, j'étais à l'école. Le Lézard ? Oui, Lézard. Lézard. Et la date essentielle de ma vie, c'est quand Robert Laffont m'a reçu, jeune éditeur. Il avait à peine, je crois, 12 ans de plus que moi. Et on est restés très amis jusqu'à sa fin, il n'y a pas très longtemps. Le moment où un éditeur vous dit j'ai lu votre livre et je vais le publier, tout à coup, une porte invisible jusque-là s'ouvre, derrière laquelle on sait qu'il y a un monde, tout un monde, le monde de l'expression. Et à ce moment même, on dit adieu mes études d'histoire et de géographie, etc. On a envie d'aller... adieu l'enseignement. Oui, pas vraiment, parce que j'étais tenu on est tenu quand on est à Normal d'enseigner pendant quelque temps, sinon il faut rembourser l'argent qu'on a touché. Mais à cause de ma maladie, à cause du fait que j'ai enseigné quelques mois, et surtout que j'ai fait la guerre d'Algérie pendant 2 ans et demi, ils ont été formidables et ils m'ont dispensé de rembourser. Et même, en revanche, je vais chaque année faire 1 ou 2 rencontres à Normal Sub avec des étudiants pour leur parler d'autres débouchés que ceux du professorat. D'accord. Bon, on ne va pas passer en revue votre... non, c'est pas possible. Il faudrait le week-end. Il faudrait un temps fou. On ne dispose pas de ce temps. Mais tout de même, si vous en êtes d'accord, je vous proposerais de nous aider à nous approcher de votre art de faire, de la manière qui vous est propre de raconter des histoires. Voilà, je peux vous interrompre. Mais vous pouvez vous allez m'interrompre, j'ai l'impression, assez souvent. Non, je dis tout à l'heure, je voudrais me faire un petit chapeau sur notre rencontre de ce soir, parce qu'il y a quelque chose qui pour moi est évident et à laquelle on pense très rarement. C'est que nous sommes tous ici, même les plus jeunes, nés au XXe siècle, qui est le premier siècle dans l'histoire du monde qui est inventé de nouveaux langages. Si nous étions il y a 120 ans, nous ne pourrions parler que théâtre et littérature, que livres et théâtre. Depuis ce temps-là, dès la fin du XIXe siècle, invention du cinéma, muet d'abord, parlant plus tard, invention de l'enregistrement de la voix et du son sur rouleau d'abord, puis sur disque, qui est une invention extraordinaire, la conservation du son, qui est un vieux rêve de l'humanité. Tout de suite après Marconi, la radio, la transmission de la voix à distance, et la télévision, transmission de voix et d'images à distance, pour finir, il y a quelques années, par Skype et la communication instantanée. À tout moment, je peux prendre mon appareil, comme vous, et appeler quelqu'un à l'autre bout du monde et entrer en contact avec lui, si je suis dans le même réseau. Toutes ces nouvelles techniques, très brillantes, très, très étonnantes, ne sont pas seulement des techniques. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du moment où on veut les utiliser d'une manière professionnelle, disons, pour s'en servir, pour raconter des histoires, imaginer des drames, des comédies, il faut apprendre le langage qu'elles suscitent. Il y a un langage du cinéma, il y a un langage de la radio, il y a un langage de la télévision qui n'est pas le même que celui du cinéma. Et cela, il faut absolument le connaître, sinon on s'égare complètement. C'est l'essentiel dans cette multitude de médias, et je suis, pour employer un mot affreux, un auteur multimédia, c'est ainsi qu'on me définit souvent, dans ce maquis, dans cette lande infinie, il faut absolument savoir si je choisis cette histoire, avec quel langage je vais la raconter, quelle écriture. C'est absolument indispensable. Et je vois que beaucoup de romanciers, je ne les citerai pas, mais beaucoup de romanciers très doués et très connus,
se sont mêlés de faire des films. Quand je vois les films de Bernard-Henri Lévy, allez, citons-les, et de Michel Houellebecq, je sais en 3 minutes qu'ils ne connaissent pas le langage du cinéma. C'est-à-dire qu'ils utilisent le cinéma comme l'illustration d'un langage littéraire, ce qu'il n'est pas. Et ils se plantent inévitablement. Parce que tout simplement, ce serait comme d'écrire en chinois sans connaître le chinois. C'est pour ça que pour un auteur de cinéma ou de télévision, il faut absolument connaître la technique sous-jacente, invisible, qui est sous le scénario, mais qui va permettre à ce scénario de devenir un film. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Et vous, le cinéma, ça commence avec une rencontre, celle de Pierre Étex et Jacques Tati. Je raconte un peu en détail peut-être mon premier jour dans un studio, dans un bureau de production de cinéma. Je publie donc mon premier roman chez Robert Laffont, qui est bien accueilli par la presse et dont j'ai dû vendre 648 exemplaires, quelque chose comme ça. Et puis, mais enfin avec une bonne presse. Et Laffont avait un contrat avec Jacques Tati, j'étais toujours étudiant, j'étais à l'école, avait un contrat avec Jacques Tati pour tirer 2 livres, on appelle ça maintenant de la novélisation, de 2 de ses films, Les Vacances de Monsieur Hulot et Mon oncle, qui était en train de se terminer, dont le tournage était en train de se terminer. Et Laffont m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait d'écrire, Tati demande qu'on écrive un chapitre d'essai des Vacances de Monsieur Hulot et il choisira l'auteur qui lui paraîtra le meilleur. Ça m'intéressait beaucoup, j'étais très attiré par le cinéma, j'étais membre de la Cinémathèque, j'étais même délégué à la propagande du Ciné-Club universitaire, c'est un titre tout à fait ronflant, mais ça consistait à distribuer des tracts sur le boulevard Saint-Michel aux passants. Et j'ai dit oui, bien sûr. Alors j'ai écrit donc un chapitre des Vacances de Monsieur Hulot et Tati m'a choisi. Un jour, j'apprends que, voilà, je suis choisi et j'ai rendez-vous rue du Bon-Durville. Je sonne à la porte de Gréfilm et Tati en personne, qui était un très grand personnage, me reçoit. Il avait déjà des cheveux blancs, très grand, et il parlait toujours avec une main devant sa bouche, comme ça. On entendait ça quand il parlait, à peu près. Et il me dit, ouais, d'accord, bon, j'ai lu votre truc, là. Et c'était un premier mensonge, parce qu'il ne l'avait pas lu. C'était Pierre Étex, son assistant, qui avait lu les différents chapitres, qui lui avait dit, voilà, c'est celui-là qui me paraît le meilleur. Mais il a eu tout de suite, et ça c'est inoubliable dans ma vie, c'est un jour absolument décisif, Tati a eu l'instinct immédiatement de me dire, bon, ouais, d'accord, il s'en foutait éperdument du bouquin, ça ne l'intéressait pas, on va pouvoir faire un bouquin marrant, mais il me dit, mais qu'est-ce que vous connaissez du cinéma, vous ? Oh ben, j'ai dit, monsieur Tati, j'ai vu tous vos films 4 fois, cinéma. Non, il me dit, c'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous savez de comment on fait un film ? Alors je lui ai dit ça, j'en sais rien. Vous n'êtes jamais allé dans un studio, un audit ? Non, jamais. Bon, alors Suzanne, et là il a l'instinct de comprendre que pour que je puisse écrire les livres, il faut que je sache comment les films sont faits. Et il appelle Suzanne. Et je vois arriver une très charmante jeune femme de 32-33 ans, Suzanne Baron, qu'on appelait la Baronne, avec qui je devais beaucoup travailler par la suite. C'est un particulier qui a monté le tambour, etc. Et il dit à Suzanne Baron cette phrase extraordinaire. Il dit, Suzanne, prenez ce jeune homme-là et montrez-lui ce que c'est que le cinéma. Ça, vous ne pouvez pas rêver. J'étais là depuis une demi-heure. Vous ne pouvez pas rêver plus. Alors elle m'a amené comme... Thésée suivant Ariane dans les méandres de son labyrinthe, escalier, couloir, jusqu'à son tout petit domaine qui était une salle de montage à l'ancienne, avec la truc qui allait en avant, en arrière, on collait à l'époque avec des pinceaux, des presses. Bon, elle met la première bobine des Vacances de Monsieur Hulot sur la machine, le scénario des Vacances de Monsieur Hulot ici, et moi j'avais des feuilles blanches pour passer à une 3e forme, celle du roman. Et elle me dit cette phrase à laquelle aujourd'hui je n'ai toujours pas de réponse. Elle me dit, en mettant la main sur le scénario puis sur le film, elle me dit, tout le problème, vous savez, c'est de passer de ça à ça. Voilà, c'est tout le problème. Tout le problème est de changer de support, de passer du papier à de la pellicule, et en changeant de support, de changer de technique, de changer d'écriture, de changer de langage. Ça, j'ai eu cette chance inouïe que dès le premier jour, grâce à l'intuition de Tati, j'étais directement dans le bain. Je pouvais prendre le scénario. Alors,
la porte s'ouvrait, Tex arrivait, si vous avez besoin de quelque chose, je suis là, etc. Je l'ai rencontré ce jour-là. Et je demandais, par exemple, comment ça se fait que ce soit écrit comme ça dans le scénario, mais c'est pas pareil dans le film. Alors, on m'expliquait, Tex m'expliquait, c'est parce que l'acteur a été incapable de le faire, parce que le décor ne s'y prêtait pas, parce que ce jour-là, on attend du soleil et il a plu, etc. C'était une leçon de choses. Je raconte ça un peu en détail parce que ça aide à comprendre la nécessité pour un scénariste de connaître la technique du cinéma, de savoir comment un film est fait, jusque dans ses moindres détails. Moi, j'ai été tout dans. J'ai fait de la lumière, j'ai tenu pendant tout le tournage du Soupirant, j'ai été perchman. J'ai tenu la perche, ce qui est un apprentissage formidable du making d'un film, parce que avec une perche, d'abord, vous devez, quand vous tenez la perche, connaître les lumières. Pour ne pas faire de l'ombre sur les murs. Donc il faut se faufiler entre les projecteurs. Ensuite, en tournant le micro comme ci ou comme ça, on sait qu'on peut donner l'avantage à tel ou tel acteur, à tel ou tel bruit, à tel ou tel son. C'est extrêmement précieux de suivre un tournage uniquement à travers le son, à travers la prise de son. J'ai été accessoiriste, fait beaucoup de montages, y compris sur des films que je n'avais pas écrits. Tout cela est absolument indispensable si on veut apprivoiser très imparfaitement, encore aujourd'hui, j'en suis très conscient. C'est pour ça que je vous disais, je n'ai toujours pas la réponse à cette question initiale. Ça a été une des recherches de ma vie de la trouver. Où est le rapport entre une technique et une écriture? Déjà, Platon se posait la question entre la technique. La technique a toujours une nouvelle technique, souvent très brillante, a toujours la tentation de nous dire que nous pouvons nous satisfaire d'elle, que nous pouvons nous passer de la pensée, que nous pouvons, vous en parliez tout à l'heure, nous passer de l'idée. Que je me rappelle quand les premiers ordinateurs sont arrivés, qui pour nous c'était une merveille. Moi, j'ai passé ma jeunesse avec des machines à écrire portatives, vous imaginez, avec les dents comme ça, la gomme, le papier carbone, enfin tout un fourbi épouvantable. Les ordinateurs étaient une merveille pour nous. Eh bien, il y avait des gens qui disaient, surtout en Amérique, il y avait deux écoles totalement opposées l'une à l'autre. L'une qui disait on ne peut pas écrire sans ordinateur, comme si les ordinateurs allaient nous apporter des idées. Voilà, c'était, je me rappelle un jour, je donnais des cours à l'école, à l'université UCLA à Los Angeles, et un des étudiants me demande est-ce que vous pensez que les nouvelles techniques informatiques vont changer l'écriture? Alors, je dis, qui peut répondre à cette question? Personne. Mais posons-nous la question rétrospectivement. Est-ce que au XIXe siècle, le passage de la plume d'oie à la plume métallique a changé l'écriture romanesque ou théâtrale? Là aussi, on répond comme on veut. On répond oui, on répond non. Il sera impossible de le mettre d'accord. Mais nous serons d'accord sur un point. Ça a changé la vie des oies. Aucun doute. Là-dessus, tout le monde était d'accord. C'est-à-dire que l'aspect, la production elle-même change, inévitablement. Donc, il y avait cette école-là. Il y avait l'autre école qui disait, américaine aussi, il disait, surtout pas écrire sur ordinateur, parce que quand on tape son texte sur ordinateur, on le tape déjà imprimé, solennel, on n'ose pas le toucher, on le vénère, on se met en adoration devant ce qu'on vient d'écrire, alors que j'ai le sentiment exactement opposé. Depuis que je travaille sur ordinateur comme tout le monde, je n'arrive pas à trouver la version finale d'un texte. Parce qu'on peut c'est tellement facile de le corriger, parce qu'on se lève un matin, on se dit, ah, tiens, je pourrais quand même changer ce mot, changer cette image, cette scène-là, la mettre, la modifier. C'est très difficile, alors que c'était plus facile autrefois, en écrivant à la main, de mettre le mot fin, qui est le plus beau mot de la langue française, comme vous savez, quand on arrive fin, ouf. Mais maintenant, ça devient très, très difficile. Donc, cette constante relation intime, profonde, troublée quelquefois, et même quelquefois polémique, agressive, entre la technique et la pensée, nous sommes au milieu, nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de ce rapport-là qui est tout à fait intime et que l'une ne l'emporte pas sur l'autre, ni la technique sur la pensée, ni la pensée sur la technique. Parce que la pensée toute seule, sans les moyens de l'exprimer, ne suffit pas. Il faut, de ce point de vue-là, je cite toujours je voulais l'écrire au fronton de toutes les écoles de cinéma, une phrase de Georges Brassens dans une de ses chansons qui parle, pardonnez-moi, il parle d'une fille de joie
Et elle avait la taille faite autour, les hanches pleines, elle chassait le mal aux alentours de la Madeleine. Et à un moment donné, il dit, elle avait le don, c'est vrai, j'en conviens, elle avait le génie, mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Et ça s'applique parfaitement à nous tous. Nous avons tous griffonné des milliers de poèmes quand nous étions en classe de seconde. Ouais, et nous avons tous rêvé de faire des films. Nous avons tous imaginé que nous étions les plus grands poètes et les plus grands dramaturges de la Terre. Non, il faut, à un moment donné, impérativement, passer par une discipline technique rigoureuse. Pour le dire autrement, on peut dire que notre chemin va toujours de deux notions très classiques dans l'histoire de l'esthétique, qui sont l'émotion et la règle, d'un côté. L'émotion, c'est évidemment ce que nous devons susciter, éprouver d'abord et susciter. Émotion, pas forcément larmoyante. N'oublions pas que le rire est une émotion. Donc une émotion, une réaction, et de l'autre côté, ne pas sortir d'une certaine règle qui fait que nous devons nous plier à une technique si nous désirons communiquer nos émotions, ou nos expressions d'émotions. Si nous ne faisons que de l'émotion, nous allons tomber dans le n'importe quoi. Si nous ne faisons qu'observer la règle, nous serons les plus stériles des auteurs, car nous aurons oublié l'émotion. Et moi, je pense que c'est peut-être Salvador Dali qui a dit à ce propos l'expression la plus surprenante, qui avait beaucoup fasciné André Breton quand il l'a exprimée, c'était la méthode paranoïa critique. Parce que paranoïa critique, les deux mots sont complètement contradictoires. Paranoïaque, c'est-à-dire partir dans tous les sens jusqu'à la plus totale folie, mais critique en même temps. Ça paraît invraisemblable et impossible, mais le secret, s'il y en a un, est là. Excusez-moi, je me suis... Non, mais vous nous avez emmenés en voyage au pays du cinéma. Et moi, j'aimerais... alors, vous évoquez les surréalistes, et j'ai lu, je crois que c'est vous qui le dites, qu'en fait, ils adoraient le slapstick, les surréalistes. Oui. Et justement, on était parti donc de votre entrée en cinéma avec Tati, avec ce travail de novélisation, et puis ensuite avec le passage au scénario avec Etex. Exactement, nous avons fait... Et c'est vous, je ne sais plus si c'est vous qui avez initié Etex au slapstick, ou si c'est lui qui... Non, Etex travaillait déjà depuis Tati sur mon oncle depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés. C'est moi qui lui ai fait connaître Buster Keaton. C'est vrai, il ne le connaissait pas. Oui. Que nous avons d'ailleurs connu personnellement assez bien par la suite. Nous avons été les guides de Buster Keaton au cours d'un séjour à Paris. C'était absolument inoubliable. Mais c'est vrai qu'avec Etex, on s'est rencontrés autour de cette notion de comique visuel, de comique cinématographique au plus haut niveau de qualité possible, oui, qui a été parfaitement illustré à une certaine époque aux États-Unis par Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy, les Marx Brothers, etc., Larry Langdon et tant d'autres. Et il y a eu là, pendant 15 ans, entre 15 et 20 ans, une explosion de joie cinématographique d'une qualité exceptionnelle qui s'est arrêtée avec Jerry Lewis, que nous avons essayé de continuer, Tati, Etex et moi, pendant quelques temps, et qui maintenant n'existe plus du tout. Elle n'a existé que dans 2 pays. La France, avec Max Linder d'abord, l'Amérique, et Tati, Etex. C'est tout. Mais pour moi, c'est peut-être ce que le cinéma a fait de plus beau. Et je n'étais pas le seul à le penser. Quand j'ai rencontré Buñuel 2 ans après avoir commencé, après avoir fait Le Soupirant avec Etex, je me suis rendu compte que Buñuel aimait beaucoup et profondément les auteurs comiques et les interprètes comiques américains. Il avait même travaillé avec Chaplin. Excusez-moi, je vais boire un peu de flotte. Ça me fera du bien. Quand j'ai rencontré Buñuel, travaillé avec Etex sur 2 courts-métrages burlesques, dont un avait eu l'Oscar, et Le Soupirant, notre premier film qui avait eu le prix de Luc. Et j'avais fait parallèlement la mise en ordre et le texte d'un documentaire sur la vie sexuelle des animaux, avec, et d'après un livre de Jean Rostand, le biologiste Jean Rostand, un des 2 fils d'Edmond Rostand. D'ailleurs, je devais travailler avec son père beaucoup plus tard, mais il ne l'a jamais su. Et c'était un personnage merveilleux, Jean Rostand. J'ai gardé un souvenir magnifique de
notre travail dans sa villa de Ville d'Avray, au Muséum d'Histoire Naturelle, etc. Et quand j'ai rencontré Buñuel, notre première rencontre, je savais déjà qu'il avait une certaine attirance pour le cinéma comique américain. D'ailleurs, il avait lui-même écrit un article sur Buster Keaton qui commençait par « Les films de Buster Keaton sont beaux comme des salles de bain ». Oui. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait fait des études d'entomologie très précises et très prolongées, Buñuel, et que jusqu'à la fin de sa vie, il a été capable de citer le nom de tous les insectes que nous rencontrions en latin. Donc, il se trouvait en face d'un jeune auteur qui avait d'un côté fait des films dans la tradition burlesque et un documentaire animalier. Je crois que c'est une des choses qui nous a rapprochés probablement dès le premier jour. Encore une de ces rencontres chanceuses, on peut dire, mais aussi la chance est toujours pareille. Il faut savoir la reconnaître et la saisir. Oui. Nous sommes passés peut-être les uns et les autres à côté de beaucoup d'occasions professionnelles, amoureuses, qui sait, que nous n'avons pas su apercevoir. Encore une chanson de Brassens. Oui, peut-être, oui. Les passantes. Oui, c'est vrai. Oui. Avec Buñuel, donc là, il y a on pourrait dire que c'est un changement d'univers complet, enfin oui, passage. Mais en même temps, on en parlait tout à l'heure avant que vous pensiez. Pardon, si vous. Sans prie. C'est vrai que j'ai eu 3 moments dans ma vie professionnelle qui chaque fois m'ont ouvert des portes exceptionnelles. Il y a eu Tati et Tex. Je ne les sépare pas l'un de l'autre. Ça a été un travail magnifique. C'est eux qui m'ont initié au cinéma, qui m'ont appris ce que je sais. Et avec Etex, nous travaillons encore aujourd'hui ensemble. Donc nous habitons à 500 mètres l'un de l'autre. Nous n'avons jamais cessé de nous voir. Nous sommes très, très liés, très amis. Et le fait que nous ayons récupéré les droits de nos films nous a remplis de joie l'année dernière. La seconde rencontre a été évidemment Buñuel, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Nous avons fait 9 scénarios, dont 6 sont devenus des films de Buñuel. Et la troisième, c'est celle de Peter Brook, avec qui j'ai travaillé 34 ans, alors dans le domaine théâtral et cinématographique en même temps. Peter qui est toujours là, toujours vivant, que je vois de temps en temps encore, et qui m'a ouvert le champ illimité de l'expérimentation théâtrale en direct, c'est-à-dire de la rencontre directe avec un public. Au milieu d'un travail de répétition, tout à coup, Peter dit aux acteurs, dont quelquefois je fais partie, « Mercredi, nous jouons ». Comment nous jouons? Où? Quoi? Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il n'y a rien encore, pas même l'ébauche d'une mise en scène. On joue au lycée Montaigne, mercredi. Et on va jouer dans une salle de classe, jouer vraiment. C'est-à-dire, cette expérience-là, que l'on a faite dans des quantités d'endroits, avec des malentendants, dans des asiles d'aliénés, dans des prisons, etc., partout dans le monde et en plusieurs langues, c'est une extraordinaire découverte constante et quotidienne du rapport indispensable avec un public comme nous l'avons en ce moment. Et cette rencontre, il faut savoir qu'elle change tous les jours. Que dans le domaine, ce qu'on ne peut pas faire au cinéma, on ne peut pas changer le film tous les jours. Le soir de la première des vacances de Monsieur Lowe, je n'étais pas là, mais on me l'a raconté. Alors que le public est dans la salle, il attend la première. Parce que Tati, dans l'après-midi, a fait une projection du film et qu'il n'y a pas eu les rires qu'il attendait à 2 ou 3 endroits, et dans la cabine de projection, en train de couper, de raccourcir, de recoller, alors que les gens sont dans la salle et disent « commencez ». Et il est toujours en train de faire son montage. Ça paraît pas... Et ça, c'est lutter contre l'impossible, parce qu'on ne peut pas... Il y a bien un moment donné où il faut qu'on dise « le film est fini ». Voilà, il est comme ça. Au théâtre, non. Ça, c'est le grand apprentissage de la vie dans une compagnie théâtrale, que ça change sans arrêt. Moi, j'ai vu Peter un jour à la fin de... C'est une phrase, je vous dis quelques-unes des phrases qui m'ont frappé dans ma vie. Celle-là était magnifique. J'avais écrit une pièce qui s'appelle « La conférence des oiseaux » d'après un poème soufi persan qui avait eu beaucoup de succès, qu'on avait créé à Avignon, reprise au Bouffe du Nord à Paris. Et le soir de la dernière représentation, c'était la dernière ce soir-là, dans l'après-midi, Peter convoque ses acteurs pour répéter ce spectacle-là. Alors quelqu'un lui dit « Mais enfin, Peter, tu répètes juste pour la dernière représentation ?»
Et Peter dit oui, parce qu'il n'y a aucune raison de priver le public de ce soir d'un mieux possible. Ça, c'est une phrase splendide. Splendide. Vraiment, c'est une des plus belles que j'ai jamais entendues. Il n'y a aucune raison, à un moment donné, de dire, voilà, c'est fini, c'est parfait comme ça. Non. C'était très, très beau. Et en effet, il y a peut-être eu ce soir-là un mieux. Oui, c'était les 3 grandes rencontres de ma vie. Il y en a eu beaucoup d'autres. Bon, travail avec Miloš Forman, avec Louis Malle, avec Vajda que je vais voir la semaine prochaine. Oui, j'ai été invité en Pologne et je vais le retrouver. Il a 94 ans. C'est un merveilleux personnage et je suis très, très heureux très ému d'aller le retrouver. Et tant d'autres. Mais enfin, on ne va pas les passer en revue. Là, nous n'en finirions pas. Non. Peut-être qu'on peut s'interrompre un moment pour laisser la parole au public. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être des remarques ou des questions à poser. Moi, je veux bien m'interrompre, mais vous devez savoir, vous devez vous en rendre compte qu'il n'y a rien de plus difficile que de me faire taire. Ça, je vais commencer à le... Oui, on s'en est rendu compte et on apprécie beaucoup ce travers. Non, c'est comme le faire et le non-faire. Il y a le parler et le se taire. Oui. Tout un art. Oui. Quelqu'un voudrait dire quelque chose? C'est difficile. Bon. Non, mais moi j'adore cette histoire chrétienne d'un ermite chrétien dans les premiers siècles de notre ère qui est tout seul dans le désert, à moitié nu, déchiré, il se fustige, il se lacère et il crie comme un fou. J'ai une réponse, qui a une question? On en connaît beaucoup des comme ça, non? On en connaît beaucoup, des répondeurs. Ouais. Voilà. Alors, enfin, vous intervenez quand vous voulez. Hein, vous aussi. Vous êtes chez vous. Vous aussi. Moi, je dois faire attention. Je m'expose. Tout à l'heure, vous disiez qu'on n'écrit pas de la même façon pour le cinéma et pour la télévision. Un scénario de télévision, ça ne ressemble pas à un scénario de cinéma. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de cette distinction? D'abord, une évidence, c'est qu'à la télévision, la parole est plus importante que l'image. Ça, nous le savons tous. On écoute beaucoup plus volontiers à la télévision qu'au cinéma. Pour 1000 raisons qui n'ont jamais été clairement définies. Un chansonnier qui s'appelait Pierre-Jean Vaillard disait autrefois, la télévision, c'était pas tant. En fermant les yeux, c'est presque aussi bien que la radio. Et c'est vrai que, par exemple, la controverse de Valladolid, je n'aurais jamais pu le faire au cinéma. Il y aurait eu trop de textes. Mais jamais à la télévision, quelqu'un s'est plaint de la longueur des répliques et du texte. Donc il faut déjà savoir ça. Ensuite, il faut savoir, et là je rentre un peu dans la technique, oui, qu'un metteur en scène de télévision, étant donné les budgets de la télévision, est obligé de tourner 2 à 3 fois plus vite qu'un metteur en scène de cinéma. En moyenne, un metteur en scène de cinéma tourne entre 2 et 3 minutes utiles par jour. Utile, c'est-à-dire une fois que ce sera tout monté. Un metteur en scène de télévision est obligé de tourner entre 6 et 8 minutes. Donc d'aller beaucoup plus vite. Donc il faut lui faciliter le travail. Il faut, dès l'écriture du scénario, et en parlant avec lui, savoir qu'il n'aura pas le temps de faire ceci et cela. Donc il faut regrouper, si possible, au maximum dans un seul décor, éviter les déplacements d'équipe, éviter toute scène qui ne demanderait qu'une demi-journée de travail, parce qu'ensuite il fallait se déplacer dans un autre décor, ce serait du temps perdu. Éviter les tournages, je suis un peu technique, mais éviter les tournages en extérieur nuit, parce que ça demande une journée de récupération pour l'équipe par la suite, etc. Donc chaque minute que l'on peut, vraiment chaque minute que l'on peut gagner de travail dans le scénario, c'est autant de gagner pour la qualité du film. Il faut le savoir, et ça se voit avec les metteurs en scène, bien entendu, avec les techniciens, quelquefois même avec le directeur de production, celui qui fait le plan de travail. C'est très important pour le scénariste d'être très proche de la production et de savoir de combien de temps il peut disposer. C'est absolument inutile d'écrire une scène qui ne pourra pas être tournée.
pour telle ou telle raison. Donc c'est en ce sens que le cinéma donne un peu plus, pour le moment encore, surtout dans les périodes où le cinéma marche assez bien. C'est le cas du cinéma français en ce moment, qui a pas mal de films qui marchent. Donc ça donne un peu plus de respiration en mettant en scène. Et on peut aller un peu plus loin dans la fantaisie d'écriture et dans un découpage plus alerte et plus diversifié. C'est une grande différence que qu'on ne réalise pas quelquefois quand on voit un film de cinéma à la télévision ou quand on voit un téléfilm, ce qu'on appelle un téléfilm. La controverse de Valladolid n'a été possible que parce que c'était un film de télévision. C'est même le fait que c'était un film de télévision qui m'a donné l'idée de la controverse. Parce que il s'est trouvé que, par un miracle, un directeur des programmes de FR3, qui s'appelle Pierre Lunel, qui a été directeur de faculté, qui est un historien connu, a été directeur des programmes pendant 7 ou 8 mois, très peu de temps. Mais il est venu me trouver et m'a dit, tu n'aurais pas un sujet de film de fiction pour illustrer le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. C'était donc pour 1992, 500 ans après Christophe Colomb, qui d'ailleurs n'a pas découvert l'Amérique, mais enfin bon, mais les Antilles. Alors, je lui ai dit, ça m'intéresse, j'avais beaucoup vécu et travaillé au Mexique, c'est un sujet qui me passionnait. Donne-moi 8 jours pour réfléchir. La réflexion, elle est très simple et encore une fois, très technique. Film de télévision égal. Pas de Caravelle. Pas de Conquistador. Pas de pyramide avec Indiens. Impossible. Pas même un voyage de repérage au Mexique. C'est inconcevable dans le cadre d'un budget de télévision. Donc, il faut trouver quelque chose qui permette de parler de cet extraordinaire événement qu'a été la rencontre de ces deux continents, de ces deux moitiés du monde, comme disait Lévi-Strauss. Nous avons dû admettre que de l'humanité, nous ne formions que la moitié. C'est une phrase très belle. Sans briser le cadre d'un budget. À ce moment-là, heureusement, je connaissais, par ma formation d'historien, l'existence de la controverse de Valladolid. Et j'ai proposé, donc, qui permettait donc de tourner dans un seul décor, ou à peu près, salle d'un couvent, et de faire venir, ça je l'ai rajouté, quelques Indiens en Europe, ce qui était déjà le cas à l'époque, pour examiner sur eux de près s'ils étaient des êtres humains de même qualité que nous. Alors, j'ai fait un petit texte de 7 ou 8 pages que je leur ai présenté en leur disant le seul problème, c'est que ça ne se passe pas en 92. Ça se passe en 1550, beaucoup plus tard, 58 ans plus tard, à Valladolid, alors capitale de l'Espagne, où Las Casas s'était retiré dans le couvent de San Gregorio. Et ils ont réfléchi un peu, ils m'ont dit ça va, vas-y quand même, allez, vas-y. Mais grâce à Pierre Lunel, encore une fois. Donc, bon, là, je me suis mis au travail, je suis allé à Valladolid, chercher dans les archives tout ce que j'ai pu trouver, et j'ai écrit le texte en sachant que c'était, employer un mot affreux, budgétairement possible. Ouais, c'était faisable, comme on dit. Et de là est né le projet. Sinon, c'était inconcevable d'aller tenter de quoi que ce soit sur Christophe Colomb, Caravelle ou compagnie, pour la télévision. Et en même temps, ça me donnait la possibilité de me concentrer sur une controverse, c'est-à-dire une vraie dispute avec du texte, puisque nous sommes là en 1550, dans une époque pré-scientifique. Nous sommes là avant même Ambroise Paré, c'est-à-dire à une époque où, dans les livres de médecine, ceux d'Ambroise Paré, par exemple, le plus grand médecin de France, chirurgien du roi, on lit, il a écrit qu'il est fréquent et attesté que des femmes accouchent de crapauds, de couleuvres, etc., reprenant les vieilles légendes d'Hérodote et de Pline l'Ancien, selon lesquelles les courtisanes égyptiennes se faisaient engrosser par les crocodiles du Nil. Ça ne veut pas dire qu'Ambroise Paré et les autres étaient des imbéciles. Simplement, nous vivons là, en 1550, à une époque où la classification du vivant par espèce, ce qu'on appelle la spécification, n'existe pas. Et n'existera pas avant plus de 2 siècles. Avant les travaux de Linnaeus, que nous appelons Linné, un botaniste suédois,
au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il faut bien se dire que Shakespeare, Molière, tout ça ont écrit sans aucune notion de espèce. L'espèce étant, comme vous le savez tous, ce qui se reproduit sur soi. En 1550, je me trouve donc dans la difficulté de faire parler des personnages qui sont dans un système de pensée et d'ordre et de vision du monde tout à fait différent du nôtre. Et en plus, qui tous ont la foi, qui tous croient en un Dieu créateur et qui, dans le cas de Sepulveda, le philosophe aristotélicien, mène les actions humaines. C'est Dieu qui a permis la conquête du Mexique à 500 Espagnols, à vrai dire aidés par des alliés. Mais tandis que Lascaz possède lui aussi la même foi en un Dieu créateur, bien entendu, c'est un moine, mais lui est un esprit tout à fait pionnier et entre guillemets moderne en son temps. Il était d'ailleurs l'élève d'un grand théologien espagnol qui s'appelait Victoria, qui malheureusement est mort à 34 ans, qui était très très brillant. Mais il dit oui, Dieu a créé l'homme, mais l'homme est libre de ses actes. Il peut choisir de ne pas faire la guerre, de ne pas conquérir. Il peut résister à ce qui lui paraît être une pulsion ou un ordre divin. Ça, c'est déjà très moderne. Et Aristote en voit balancer, est balancé par Lascaz en termes adieu Aristote, adios Aristoteles. Adieu Aristote. Aristote est un païen qui brûle en enfer. Donc, il faut en finir avec le fameux accord, s'il y a des philosophes parmi vous, que saint Thomas d'Aquin avait essayé d'établir entre la science grecque d'un côté et la parole chrétienne de l'autre, les évangiles de l'autre côté. Cet accord sur lequel toute la seconde partie du Moyen-Âge a vécu, Lascaz le balance, littéralement. C'est en ce sens où il est un esprit incroyablement moderne. D'ailleurs, en travaillant sur la controverse, excusez-moi, je m'emballe, mais c'était une expérience, une aventure magnifique pour moi. J'ai vu des représentations théâtrales de la controverse dans le Chiapas, dans le territoire où Lascaz a même été évêque, devant un public d'Indiens sur de la paille, dans des hangars, avec même un évêque qui était venu en spectateur, un vrai évêque. Mais c'est resté pour moi un souvenir vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ait l'impact que ça a eu. Ah oui. Je vous disais en venant, j'ai déjeuné aujourd'hui avec un metteur en scène qui vient de monter au théâtre à Bogota, en Colombie. Ça s'est joué un peu partout dans le monde. Et c'est même un peu triste de voir que ce sujet qui est en fait, qui est l'autre, qui est cet autre qui est différent de moi, ne s'habille pas comme moi, parle une autre langue, adore d'autres dieux. Comment dois-je le considérer? C'est le fameux problème de l'autre. Dans un livre de Tsvetan Todorov, qui est un ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle La découverte de l'Amérique. Il fait allusion à la controverse de Valladolid à un moment donné, et le sous-titre de La découverte de l'Amérique, c'est le problème de l'autre. C'est un problème, comme vous le savez, qui est loin d'être résolu. Et non seulement en Amérique, mais même quelquefois à la porte à côté, tout près de nous. On peut peut-être signaler au jeune public qui est venu ici que la controverse, vous pouvez en voir de larges extraits sur Internet. Alors l'auteur que vous êtes va peut-être pas, mais vous saviez que oui, bien sûr. Oui. On est volé de tous les côtés. Oui. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette controverse? Les plus âgés, sans doute, mais les plus jeunes? Ça a été plusieurs fois au programme même du baccalauréat. Même du baccalauréat. Oui, c'est vrai. J'ai été très touché, je vous le dis, pour ceux d'entre vous que ça peut intéresser. J'ai fait une découverte en travaillant sur la controverse de Valladolid. C'est que 2 siècles et demi plus tard, l'Église, nous le savons tous, que nous soyons croyants ou pas, c'est quand même un monument de conservatisme. L'Église est là pour conserver des traditions, des dogmes, des rituels. Mais à l'intérieur de l'Église, il y a toujours eu le courant aussi, lascazien, c'est-à-dire la petite flamme qui brûle, Vittoria, Lascaz, jusqu'à la théologie de la libération au XXe siècle, en Amérique latine. Il y a toujours eu cette petite flamme ardente qui remet en question constamment, et qui n'est toujours pas éteinte. Eh bien, en travaillant sur la controverse, j'ai trouvé 2 siècles et demi plus tard,
à la Convention nationale en France, sous la Révolution. C'est un abbé, l'abbé Grégoire, qui a fait voter la première loi d'abolition de l'esclavage. Ça ne va pas durer longtemps. Bonaparte va abolir l'abolition. Ça, c'est à la demande des colons. Mais c'est un abbé qui a fait abolir pour la première fois dans l'histoire du monde officiellement l'esclavage. Eh bien, l'abbé Grégoire a écrit un éloge de Las Casas. Et ça m'a bouleversé quand je l'ai trouvé. C'est-à-dire qu'à 2 siècles et demi de distance, il connaissait dans une autre langue tous les textes de Las Casas. Il les avait étudiés, analysés, et il a écrit un éloge de celui qu'il considérait comme un de ses pères, de père-eux, au sens. Donc cette petite flamme continuait à brûler comme ça sans qu'on puisse définitivement l'éteindre, et j'espère qu'elle ne s'éteindra jamais. Des questions? Ah, est-ce qu'on peut porter un micro? Non, bah allez-y, allez-y. Alors, ça demande une longue réponse. Parce que dans l'histoire du cinéma, il y a des histoires de la mise en scène, de la photo, il n'y a pas d'histoire du scénario. Parce que le scénario est un objet volage qui disparaît au moment du tournage. À la fin d'un tournage, le scénario, on le trouve dans les poubelles du studio. Son existence est terminée, il est devenu un film. Comme je l'ai dit une fois, la chenille est devenue papillon, et donc on n'a plus besoin du scénario, on le jette. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de scénario au temps du cinéma muet, et peut-être même plus précis que dans le cinéma parlant, quand on n'avait pas encore l'usage de la parole. C'est quelque chose que je recommande souvent à mes étudiants, ou avec qui j'organise beaucoup d'ateliers de scénarios un peu partout dans le monde. C'est quand on a à écrire une histoire d'aujourd'hui, une scène d'aujourd'hui. Imaginons que nous sommes en 1925 et que nous n'avons pas l'usage de la parole. Essayons de trouver dans cette scène les 3 ou 4 moments très forts où nous aurons besoin d'un carton, d'une phrase. C'est-à-dire ce que nous ne pouvons pas dire uniquement par le jeu de l'image, de la lumière, des regards et du jeu des comédiens. Ce que ce langage-là n'arrivera pas à dire. Nous aurons besoin, et c'est toujours une question que l'on se dit quand on écrit un scénario, est-ce que ça peut se jouer ou est-ce qu'on a besoin de le dire? Ou est-ce qu'on a besoin de l'expliquer? Et c'est une technique formidable pour arriver à trouver les points forts d'une scène. À partir de là, ensuite, on l'écrit pas du tout comme à l'époque, mais comme aujourd'hui. Mais d'avoir ces points indispensables où le dialogue est essentiel, ça c'est très utile comme début. Maintenant, dans le cinéma muet, il y avait des astuces de scénario que le cinéma parlant a perdu. Eh oui. A perdu, car le dialogue est aussi une facilité. C'est très facile de dire tiens, je t'ai vu hier après-midi à 14h au Jardin des Plantes, tandis que dans le cinéma muet, il fallait couper et voir le Jardin des Plantes, quelquefois même une horloge marquant 14h, etc. Il y avait beaucoup d'autres façons de parler et de raconter qui s'étaient perdues. Les premières années du cinéma parlant sont très parlantes. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment très théâtral. Pensez au film de Sacha Guitry, on parle du début à la fin. On explique beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il m'arrive quelquefois de dire que parmi les outils du langage cinématographique qui sont multiples, mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça nécessiterait une année d'explication. Le langage cinématographique est très complexe et tous les grands cinéastes, depuis l'origine du cinéma, le perfectionnent et le raffinent chaque année. Mais moi, je prétends que le cinéma parlant a inventé le silence. Que le silence n'était pas un moyen d'expression au temps du cinéma muet, puisque tout était silencieux. Tout était muet, sans bruit et sans silence, sauf le piano d'accompagnement. À partir du moment où le bruit et la parole deviennent des éléments narratifs et dramaturgiques que nous pouvons utiliser, tout à coup, le silence prend un poids extraordinaire. Et proche du silence, la confidence. Le cinéma a inventé le murmure, a inventé la confidence que le théâtre ne pouvait pas connaître autrefois, parce que il fallait absolument que sans micro et au 19e siècle, les acteurs parlent très fort du devant de la scène pour se faire comprendre par toute la salle, comme
Aujourd'hui, si je n'avais pas de micro, je serais obligé de parler beaucoup plus fort et de projeter ma voix d'une autre façon. Donc c'est pour ça qu'un progrès technique comme l'apparition du son enregistré et du langage au cinéma a des effets qui peuvent être restrictifs, nous faire courir à la facilité, et de notre côté, nous permettre d'inventer de nouveaux outils dans notre langage. C'est sans cesse que cela se produit. Oui. Donc il n'y a rien n'est totalement positif ni négatif. Chaque fois, il faut essayer de trouver ce qui peut nous conduire à, dans l'énorme masse du langage cinématographique qui a été utilisé par de tels maîtres tout au long de l'histoire du cinéma, déjà, la petite voix que nous pourrions apporter. Un jour, nous sommes allés avec Jean-Luc Godard, avec qui j'ai pas mal travaillé, que je connais bien. Nous sommes allés voir un film de Kiarostami, le grand maître iranien. Et nous sommes restés 2 séances étonnés par la façon dont Kiarostami traitait le temps dans son film. Tout simplement, le passage de temps. Nous nous regardions, nous parlions à voix basse. Dieu sait si Godard et moi, nous avons une certaine expérience du langage cinématographique. Nous découvrions, à notre âge, c'était il y a 10 ans ça, nous découvrions des éléments de langage auxquels nous n'avions pas pensé, de notre langage. Ça, c'est tout à fait fascinant. Imaginez un grand romancier qui découvrirait tout à coup des formes de récits, ça existe encore, hein, qui jusqu'à lui n'ont pas été utilisées. Tout à fait fascinant. Et à cela s'ajoute, dans l'histoire même du cinéma, pour ce que je vais dire peut-être un peu pédant et un peu compliqué, mais quelque chose d'analogue à l'histoire de la littérature. Vous savez très bien, s'il y a parmi vous quelques professeurs, qu'à partir de, grosso modo, à partir de Flaubert, il se passe quelque chose dans l'histoire littéraire qui est l'apparition de l'écriture et l'apparition de la distance entre l'auteur et son œuvre. Jusque-là, Balzac est maître de ses personnages, il en fait ce qu'il veut, il est Dieu le Père, il les manipule, génialement d'ailleurs, comme il l'entend. À partir de Flaubert, la distance et l'écriture même de l'œuvre devient un sujet du romancier lui-même. Oui. Et au point que pour certains romanciers, cette écriture va devenir la matière même du livre. Cette écriture, oui, la même chose s'est passée dans le cinéma. Il faut le savoir, qu'il y a des cinéastes qui s'intéressent, Bresson par exemple, plus encore à la façon dont il filme qu'à ce qu'il filme. Donc c'est tout à fait passionnant de suivre pas à pas, c'est très compliqué. Personne, et surtout pas moi, ne peut prétendre tout connaître de l'histoire du cinéma malgré mes 80 ans et malgré une activité encore quotidienne aujourd'hui. On ne peut pas, parce que c'est très varié, ça part partout, dans toutes les directions, dans le monde entier. Les Chinois inventent ceci ou cela. Maintenant, il y a un cinéma argentin, israélien, turc, qui sont tout à fait passionnants. Donc, on ne peut pas tenir tête, mais il faut être ouvert chaque fois à ce que d'autres peuvent nous apporter. Rien n'est figé, rien n'est définitivement bloqué dans une forme d'expression. Il y a eu dans le cinéma français, après la Seconde Guerre mondiale, au début des années 50, avant la fin des années 40, début des années 50, ça n'a pas duré longtemps, avant l'apparition de la nouvelle vague, grosso modo 59-60, il y a eu des techniciens français et des théoriciens du cinéma qui ont édicté et qui ont publié des textes tout à fait surprenants en disant un contre-champ ne doit pas durer plus de 21% du chant, c'est-à-dire chant contre chant. Et c'était vraiment à l'image près, c'est-à-dire on voulait codifier absolument la longueur des plans, l'éclairage, etc. Tout ça, évidemment, à valdinguer et à voler un éclat très, très rapidement. Mais il y a toujours cette tentation qui, si vous y pensez, remonte au XIXe siècle, au temps où la pensée bourgeoise triomphante sous Napoléon III a voulu codifier les situations dramatiques, disant il y a un nombre limité de situations dramaturgiques. 32 ou 34 ou 36, je confonds toujours avec les positions érotiques, excusez-moi, mais je ne sais plus combien il y en avait, mais il y avait des théoriciens qui avaient dit il y a, voilà, disons 34 situations de base, il est impossible d'en trouver d'autres. Lautréamont et Rimbaud arrivent là-dessus, vous imaginez. C'est le ravage, c'est un ouragan qui emporte cette théorie, bien entendu. Je peux prendre cette bouteille-là, ce micro et quelque chose dans ma poche, un stylo, et imaginer immédiatement
une relation entre ces trois objets. La fameuse rencontre sur une table de dissection de la machine à coudre et du parapluie a foutu en l'air totalement cette théorie de la théorie, on pourrait dire. C'est qui faisait que l'art du récit théâtral au XIXe siècle était totalement bloqué. Et d'ailleurs, que reste-t-il du théâtre bourgeois du XIXe siècle? Que reste-t-il de Porto Riche? Que reste-t-il des Bilogier? Plus grand-chose. On a fait un jour avec un copain une liste des pièces de théâtre du XIXe siècle qui se jouent encore aujourd'hui. Il s'est créé à Paris plus de 8000 pièces dans le siècle, hein, à peu près autant qu'aujourd'hui, 80 par an, grosso modo. Sur les 8000 pièces créées à Paris, on en a trouvé 41 ou 42, je ne me rappelle plus, qui se jouent encore aujourd'hui. C'est tout. Vous vous imaginez, parmi lesquels il y a 3 classiques mondiaux, hein, la Dame aux Camélias, Cyrano de Bergerac et Hube Roy. Ça, c'est 3, dans des genres très différents. 3, vous trouverez 5 ou 6 Hugo, 3 ou 4 Musset, vous trouverez les Corbeaux d'Henri Beck, plus un seul Scribe, plus un seul, tous ces grands auteurs-là ont totalement disparu. Et vous savez qui est l'auteur le plus joué aujourd'hui du 19e siècle? C'est Labiche. Labiche, il y a au moins 10 ou 12 pièces de lui qui sont encore jouées aujourd'hui. Donc il faut vraiment se méfier de ce qu'Umberto Eco appelle le filtrage, ce mystérieux phénomène qui fait que des œuvres traversent les siècles et d'autres tout simplement disparaissent. C'est une question qu'on s'est posée dans le livre qu'on a fait ensemble. Pourquoi Aristote, dans sa poétique, parle de grands auteurs tragiques grecs qui ne sont mentionnés que là et desquels nous n'avons rien gardé, et passe de côté Échille, Sophocle et Euripide. C'est quand même très surprenant pour nous. Quel est le travail souterrain du temps qui a fait que, à un moment donné, vous voyez, telle œuvre peut-être traduite de l'arabe, dans certains cas, elle nous est revenue, nous a intéressés, alors que d'autres disparaissaient à jamais au gouffre d'oubli. Vous savez qu'à ce point de vue-là, pour vous amuser, vous savez ce qu'a dit Régis Debray, que j'aime beaucoup. Il dit que si les Grecs et les Romains avaient été végétariens, nous n'aurions rien gardé de leurs œuvres. Parce que tout a été conservé sur des peaux d'animaux. Tout ce qui était sur papyrus a disparu. Donc, heureusement, ils n'étaient pas végétariens. Pardon. Quelque chose. Non, mais pas du tout. Nous adorons vos digressions infinies. Non, quelque chose me venait à propos de votre collaboration avec Jean-Luc Godard, parce que tout à l'heure vous citiez cette projection de. Enfin, vous étiez de Kiarostami. Vous étiez avec Godard en train de voir un film de Kiarostami, et je me suis dit, mais vous avez travaillé avec Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, dont la légende peut-être alors nous rapporte que le scénario, pas y être très attaché. Ouais. Et donc je me demandais au moment où vous parliez, mais comment vous avez travaillé avec lui? Parce que vous travaillez d'une façon extrêmement méticuleuse. Ça dépend ce qu'on appelle scénario. Il faut d'abord savoir ce que le metteur en scène attend d'un scénario. Il y a des metteurs en scène qui attendent un scénario techniquement découpé. C'était le cas de Tati, avec plan par plan, avec même la lumière indiquée, les mouvements de caméra. Il y en a d'autres, comme Buñuel, qui attendent un scénario, un récit détaillé avec des détails de décors, de costumes et de dialogue, mais pas un mot de technique. Pas un mot de technique. Interdiction de prononcer le mot caméra. Ça, c'est l'affaire du metteur en scène. Il y en a d'autres, comme Jean-Luc, qui aiment des scénarios plus impressionnistes, dans lesquels, et des scénarios parlés, beaucoup. C'est-à-dire, Jean-Luc avait, je sais pas, des centaines d'heures de discussions entre nous ont été filmées et enregistrées par Romain Goupil et par d'autres, certains de ses assistants. Parce que pour lui, c'était la meilleure façon de travailler était de parler, d'échanger des idées. De temps en temps, bien entendu, je prenais des notes dans une poche que l'on gardait au cas où les comédiens n'arriveraient pas à trouver ce qu'on attendait d'eux. C'était toujours le cas d'ailleurs. Mais il n'aimait pas l'idée d'un scénario corsé qu'il serait obligé de tourner. Il voudrait constant, ce qu'on comprendrait très bien. Il y a toutes les formes de scénario, depuis la Bible formelle qu'on peut donner à n'importe quel metteur en scène,
tout est indiqué déjà dedans, jusqu'au scénario plus impressionniste, plus allusif, plus évocatif. Quand il est venu me trouver la première fois, je le connaissais depuis longtemps, mais un jour, il vient chez moi, Jean-Luc, et il me dit que je voudrais faire un film. Bon, c'est bien, j'ai une idée. Il n'avait pas fait de film depuis des années. Il avait travaillé à Grenoble à faire de la vidéo. C'était Sauf qui peut la vie. Le premier, c'était Sauf qui peut la vie. Et je lui ai dit quel film. Et il me dit, j'assure à peu près ça. Il me dit, c'est l'histoire d'un homme qui quitte Paris à peu près à ce rythme-là, ou une autre ville, qui va en Suisse ou ailleurs, qui rencontre une femme ou deux et qui reste en Suisse ou alors qui revient. Ben, c'était tous les éléments qu'il avait. Et alors, il m'appelle, et tout ça fait 20 minutes, une demi-heure. Je vais chez lui, à Rôle, en Suisse. On s'installe dans sa salle de travail, très, très, très équipée. Et on est là tous les deux. Alors, il met en branche le film. Et puis, il arrête et me dit, est-ce qu'il y a une scène là? Alors, il faut lui répondre oui, parce que si on répond non, il n'y a pas de film du tout. Mais c'est une provocation à l'imagination. C'est-à-dire, si on répond oui, quelle scène? Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il faut cette faculté d'improviser, d'aller trouver. Je me rappelle, il y avait un tableau de Bonnard qui représente une femme nue dans un fauteuil. Et à côté d'elle, on voit la fenêtre. À travers la fenêtre, on voit la rue. Elle est nue dans un fauteuil. Et est-ce qu'il y a une scène là? Je dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je dis, on sonne à la porte. C'est qui? C'est un homme. Comment il est? Je me rappelle très bien de ça. Il a une valise à la main. Elle va ouvrir? Oui. Toute nue? Non. Etc. Vous voyez, c'est en partant d'un tableau et d'une scène absolument immobile, qui n'a ni son ni mouvement, d'arriver à passer à une autre forme. Et il y a une scène dans le film, absolument, avec Fred Persson qui joue le visiteur, qui vient très exactement d'un tableau de Bonnard. Enfin, etc. Je vous donne un exemple entre beaucoup d'autres, bien sûr. Est-ce qu'entre-temps, il est venu une question à l'un d'entre vous? À laquelle je n'aurai pas de réponse. À laquelle vous aurez... Alors, quand on adapte une pièce de théâtre, c'est pas tout à fait la même chose qu'un roman. Parce qu'il y a déjà, en principe, dans une pièce de théâtre, une dramaturgie. Il y a déjà des rôles tenus par des comédiens, il y a des personnages, donc on s'appuie déjà sur la structure de la pièce. En ce qui concernait Ruy Blas, qui était une légère adaptation, on n'y a pas beaucoup touché, je crois. Il suffit essentiellement d'enlever tout ce qui pourrait être, entre guillemets, théâtral. Tout ce qui pourrait paraître théâtral, c'est-à-dire donner du mouvement, donner de l'air, éventuellement couper ici ou là sans le dire à Victor Hugo, hein, parce qu'il pourrait et ainsi de suite. C'est un travail qui se fait peu à peu. On a été très aidé dans Ruy Blas par le fait que dans Ruy Blas, le personnage difficile, c'est Don Salluste, parce que c'est le méchant. C'est le traître de mélodrame, il est affreux, il n'a aucune nuance. Mais Gérard Depardieu a accepté de le jouer d'une manière que je trouve géniale, parce qu'il l'a joué comme s'il souffrait d'être ce personnage, comme s'il regrettait d'être lui-même. Vous voyez, il a joué à voix basse, comme ça, en se plaignant. Ça, c'est merveilleux. Je me demande quelle aurait été la réaction de Hugo à voir son Salluste comme ça, comme s'il était un perpétuel remords de lui-même. Vous voyez, au lieu d'être agressif, oui. Vous m'avez pour servante offert votre maîtresse, moi, je vous ai donné mon laquais pour amant. Il ne disait pas ça du tout d'une manière comme ça, en tapant des talons. Au contraire, c'était tout à fait intime, comme quelque chose, comme une réflexion intérieure. C'était très, très beau. Mais le grand travail, alors beaucoup plus difficile, a été sur Cyrano de Bergerac, parce que là, je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que c'était ultra compliqué d'adapter Cyrano, où des personnages, comme dans le théâtre du 19e siècle, se retrouvent dans un endroit où ils n'ont rien à faire ensemble. De Guiche n'a aucune raison de venir inspecter ses troupes dans une rôtisserie. Hein. Ça, c'est vraiment... Et pourtant, c'est comme ça
que ça se passe. Ce sont les cadets de Gascogne. C'est dans une pâtisserie-rôtisserie. Ça nous a paru énorme. C'est pour ça qu'on a créé un autre décor, celui de la caserne, qui n'existe pas dans la pièce, etc. Il y a eu énormément de... Pour vous, on a encore le temps Écoutez, il est 20h07. On a encore le temps. Mais je vous donne juste un exemple parce que ça peut vous intéresser. Au 4e acte de Cyrano, l'armée française est totalement encerclée par les troupes espagnoles. Et elle crève de faim. Il n'y a pas moyen de manger, ils crèvent de faim, c'est le thème. Bon. Cependant, tous les matins, Cyrano traverse les lignes espagnoles pour aller poster une lettre à Roxane, comme si c'était Christian qui l'écrivait. Bon. Ça, au théâtre, il fait ça en coulisses. Ça passe. Une convention théâtrale. Au cinéma, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut montrer comment il traverse les lignes. Alors, comment il fait ? J'avais imaginé une scène d'après une gravure de Callot, de graveur du XVIIe siècle, de l'époque du vrai Cyrano, qui s'appelle l'arbre pendu, qui représente un grand arbre comme ça. Là, imaginez un plan, un arbre énorme comme ça, avec 30 corps de pendus qui pendent dans les misères de la guerre de Callot. De votre côté gauche, rentre une patrouille espagnole à cheval qui inspecte, fait le tour de l'arbre et sort de votre côté droit. Silence. Un corps tombe de l'arbre. C'est Cyrano qui s'en va de ce côté-là. Ouais. Donc ça plaisait beaucoup comme idée. C'était trop cher. On n'a pas pu le faire. Il fallait construire un arbre. Il fallait pour un plan de 20 secondes. C'était un fourbi épouvantable. Alors à ce moment-là, on devait tourner en Hongrie un an plus tard. Quelqu'un nous a dit, mais vous savez qu'au XVIIe siècle, le blé était plus haut qu'aujourd'hui, de 30 ou 40 cm plus haut. Alors nous sommes allés avec Rappeneau au Muséum d'histoire naturelle et nous avons demandé, est-ce que vous avez des graines de blé du XVIIe siècle ? Oui, nous en avons beaucoup, oui, pas mal. Est-ce que vous pourriez nous en prêter pour tel ou tel usage, pour ensemencer un terrain en Hongrie que l'on faisait aplatir, on faisait démolir des murs, etc. pour avoir... Bon, un an avant. Ils nous disent, oui, à condition que vous nous les rendiez. Vous vous engagez à nous les rendre. Ils nous ont prêté 20 ou 30 sacs de graines de blé du XVIIe siècle. Ils ont des réserves énormes, de quoi soutenir un siège. Et donc, on a fait cette chose extraordinaire qu'on a labouré le champ et on a semé. Ça ne coûtait pas très cher. Et pendant tout l'hiver, on a attendu. Est-ce que ce blé va pousser ? Il a merveilleusement poussé. À la fin du mois de mars, c'était déjà tout vert. Au mois de juin, c'était splendide. Et Cyrano pouvait se glisser à l'intérieur du blé sans être vu. C'était même l'affiche du film, si vous vous rappelez. Il y avait juste la plume qui dépassait du blé. Et Jean-Paul Rappeneau était tellement content de ça qu'il a même tourné la scène de la bataille dans le champ de blé. On a tout fauché et on l'a rendu au muséum 2 fois plus de semences qu'il nous avait prêtées. Donc, vous voyez à quoi, quelquefois, un problème de scénario, c'est un vrai problème de scénario, ça. Comment rendre vraisemblable qu'un homme traverse des lignes militaires qui encerclent totalement une armée. Il faut trouver. Alors voilà un exemple. Mais je dis toujours aux étudiants, ça, c'est pas un problème. C'est pas au moment de tourner qu'on va trouver la solution. Pas du tout. C'est au moment du scénario qu'elle se pose et c'est là où il faut vraiment y réfléchir. Comment ça va être fait, comment on va pouvoir le faire de telle façon que ce soit beau, que ce soit vraisemblable et que ce soit faisable. Je vous donne cet exemple, je pourrais vous en donner beaucoup d'autres, mais enfin, il y avait aussi dans Cyrano, à la fin, dans le dernier acte, il y a des feuilles mortes qui tombent, elles jouent un rôle, elles sont mentionnées dans le texte. Et on savait qu'on allait tourner au mois de juin. Alors, l'automne précédent, on a rempli 30 ou 40 caisses de feuilles mortes que les accessoiristes allaient accrocher dans les arbres et laisser tomber à chaque prise. Quand Depardieu, mourant, parlait, il y avait des gens qui lui jetaient des feuilles mortes. C'est comme ça, il faut y penser, c'est tout. Voilà, mais écoutez... Mademoiselle. Oui, il y a toujours des moments où c'est très difficile. Enfin, il y a des moments où c'est difficile quand on a une pièce qui ne marche pas. Surtout quand on a un film qui n'arrive pas à se monter. Il y en a eu beaucoup. J'ai quelques dizaines de cadavres dans mes placards de films que j'aimais beaucoup, sur lesquels j'avais consacré beaucoup de temps et qui n'ont pas pu arriver à se financer. D'autres se sont arrêtés en cours de route. C'est ça, c'est à ça qu'il faut résister, au découragement. Quand on croit avoir
quelque chose, quand on croit avoir une disposition, quand on a énormément travaillé, qu'on connaît bien son métier, qu'on croit bien le connaître, il faut avoir le courage de dépasser ces moments-là, qui sont très durs quelquefois. Moi, heureusement, j'ai publié des livres, j'ai travaillé pour le cinéma, la télévision et le théâtre. Quand ça ne marchait pas quelque part, j'allais voir ailleurs. Ça marchait mieux. Écoutez, oui, pardon. Monsieur, la dernière question alors. Écoutez, longtemps, quand on me disait avec qui tu es très pris dans les temps qui viennent, je disais toujours, non, je ne suis pas pris. Si Fellini appelle demain matin, est-ce que je vais lui dire je ne peux pas, je suis occupé? Non, on ne peut pas. Donc ça, c'était un metteur en scène que j'admirais énormément, avec qui j'aurais beaucoup aimé travailler. Ouais. Mais bon, ça ne s'est jamais. Je l'ai rencontré, mais je n'ai jamais travaillé avec lui. Oh, des vivants. Iñárritu, peut-être, le Mexicain. Ceylan, le Turc, que j'aime énormément. Et qui d'autre encore? Je viens de travailler avec Atik Raimi, donc ça, je le mets de côté parce que je l'aime énormément. Et qui d'autre encore? Enfin, c'est déjà pas mal. S'il me donnait, j'ai travaillé avec Haneke, ça s'est très très bien passé. Merci beaucoup. Merci. Ça va, ça va. Je mets mon scénario à la corbeille. Il est en train de détruire son scénario.